C'est estival, c'est estival. Bon, c'est même un peu fort le micro. Bon. Alors, ceux qui pensent que je crie pas, c'est parce que c'est le technicien qui met son micro trop fort. Alors voilà, la sexualité de l'évolution. J'ai déjà fait quelques conférences sur ce sujet. Évidemment, je ne me rappelle pas trop ce que j'ai dit. Alors, il n'y a pas trop de danger que je me répète. Je dis de temps en temps que l'être humain ne se reproduit pas, mais reproduit des corps physiques. Corps physiques qu'il réhabite de génération en génération. La réincarnation humaine s'échelonne normalement dans l'état actuel des choses, étant donné la prolifération des corps physiques. On est rendu plus de 5 milliards sur la planète. Étant donné aussi la qualité des corps physiques. J'ai déjà vu du monde avec des béquilles, mais là... Donc, étant donné la quantité de corps physiques et étant donné la qualité des corps physiques de l'hémisphère nord de notre planète, l'être humain se réincarne normalement à travers la 3e ou 4e génération. La réincarnation étant une chose tout à fait concrète, une personne qui meurt, qui décède, se réincarne normalement une quarantaine d'années plus tard, 40 à 50 ans plus tard, dans la 4e génération, 3 ou 4e génération. Nécessairement, lorsqu'un individu attend 30 ou 40 ans pour avoir un enfant, alors on multiplie par 3 ou 4, ce qui donne 120 à 160 années avant les réincarnations. Ce n'est pas tellement loin. Disons que lorsqu'un être humain meurt, il se réincarne dans le système temporel standard, celui de notre planète Terre, calculé par la translation de notre planète autour de son Soleil, dedans des 150 prochaines années. Et nécessairement, cela nous oblige à penser de différentes façons à notre vie. J'expliquais dernièrement sur la réalité de l'homme nouveau, ou je ne sais plus quelle conférence, que lorsque nous préparions notre avenir, ou l'avenir de notre planète, ou l'avenir de nos enfants, c'est notre avenir, de toute façon, que nous étions à préparer. La majorité des êtres humains, comme tous ceux qui ont énormément d'occupations financières aujourd'hui sur cette planète, la majorité, et non pas tous, ne pensent pas à l'avenir écologique de cette planète pour les 150, 200, 300, 1000, 2000 prochaines années. La sexualité, c'est l'art de transmettre dans l'avenir notre présent. La sexualité, c'est l'art de transmettre d'une façon évolutive, améliorative, notre état actuel, de façon à ce que dans un avenir plus ou moins rapproché, on puisse récupérer ce qu'on avait transmis pour pouvoir continuer notre évolution en continuant à se servir de ce que nous avions créé. Alors, la meilleure définition de la sexualité, c'est celle-ci, c'est bel et bien celle-là, l'art de transmettre ce que nous sommes dans l'avenir. La sexualité, ce n'est pas l'art de zigouiller. La sexualité, ce n'est pas l'art de lire des livres de 855 pages avec 2000 photos pour apprendre à faire des choses. La sexualité, c'est l'art de transmettre matériellement la matière, c'est l'art de transmettre vitalement la vie, c'est l'art de transmettre astralement une âme réincarnative, c'est l'art de transmettre mentalement un cerveau permettant à de l'intelligence de venir animer ce corps, et c'est l'art de transmettre les probabilités de contact supramental entre la race animale humaine et l'intelligence qui va rendre l'animal humain un être humain. Un être qui va fonctionner avec de l'intelligence et non plus avec de l'intellectuance. Un être qui sera capable d'aimer d'amour intelligent et non plus d'amour psychologique, émotif, souffrant, con. Un être humain qui ne s'alliera pas avec les autres, qui n'engendrera pas des couples exclusivement par émotion, par désir charnel, par désir de sécurité, parce que monsieur reconnaît maman, parce que maman reconnaît papa, puis là, ils forment un couple, puis là, ils se marient. À un moment donné, dans l'évolution de cette planète, l'être humain aura un choix. Il y aura le choix de l'homme nouveau à l'échelle de la planète,
Et moi, je mets le terme homme nouveau, mais de toute façon, même si je ne parlerai pas de ce terme homme nouveau, il y aura de toute façon cette fourche, ces deux choix. Un choix intelligent où l'être humain va diriger toute son évolution à venir, dans un avenir possible, où l'intelligence est ennemie, une intelligence qui a du cœur. Et l'autre choix, c'est le choix de l'animal humain. Un avenir potentiel où l'être humain semblera recommencer différentes étapes qu'il a déjà vécues dans le passé. Parce que l'être humain ayant une âme extrêmement mémorielle, chaque fois que la mémoire amique arrive, approche d'une région spatio-temporelle, d'une région du temps, où l'âme peut être détruite et remplacée par l'esprit, l'âme qui ne vit que de mémoire et qui ne peut savoir qu'elle est là, que si elle expérimente sa mémoire, fait tout pour obliger le corps animal humain à revivre une mutation évolutive, une mutation négative, et il engendre normalement sa propre destruction, obligeant les corps physiques ainsi que les âmes, ainsi que le monde de la mort, à être restructurés de façon à recommencer à zéro, c'est-à-dire à recommencer dans un temps qu'on pourrait placer en arrière d'ici 30 millions d'années approximativement. La structure planétaire existe depuis 4,65 milliards d'années. Mais l'âme humaine qui rétrograde régulièrement de système planétaire en système planétaire, rétrograde d'approximativement 30 millions d'années. Étant donné que nous approchons d'une fourche où l'humanité aura un choix à faire, nécessairement la sexualité devient extrêmement importante, et lorsque je parle de sexualité, je parle de transmission. La sexualité matérielle, spermatozoïde ovule. La sexualité vitale, gestation fœtale, approximativement 9 mois, dans le ventre d'une femme. Sexualité astrale, c'est transmission d'énergie émotive, transmission d'énergie affective, transmission de colère, transmission de haine, transmission de viol, de guerre, de meurtre, de vol. C'est de la sexualité astrale. On transmet à autrui, on transmet dans l'avenir des choses. Sexualité mentalo-supramentale, c'est celle-là qui a été sur laquelle j'ai relativement élaboré lors des dernières conférences sur la sexualité de l'évolution, la sexualité supramentale qui permet à un être humain de communiquer de l'énergie directement, soit par la parole, soit par sa gestuelle, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est relaxé, parce qu'il n'est pas manipulable par les forces astrales, c'est-à-dire par tout ce que les autres pensent de lui, tout ce que les autres pensent, penser de lui, les conditions climatiques et tous les événements de la vie. Il n'est pas perturbable parce qu'il y a une crevaison sur son automobile. Il n'est pas perturbable parce qu'il neige ou il pleut. Il n'est pas perturbable par les systèmes planétaires. Cette sexualité, c'est une sexualité de l'évolution, c'est la plus grande. Mais nécessairement, pour que l'être humain puisse parvenir à une sexualité de l'évolution authentiquement réelle, non pas seulement transmettre de la jouissance corporelle à un autre être humain, c'est une sexualité relativement animale. Les animaux font ça. Pendant que la vache broute de l'herbe, le taureau, il fait des petits. Mais il y a, chez l'être humain, des formes énergétiques chez lui qui sont capables de vivre d'une autre forme de sexualité. Alors, il y a énormément de problèmes dans les couples. Et la majorité des problèmes dans les couples, on essaie de les régler en posant la question fatidique, comment est votre vie sexuelle? Et lorsqu'un être humain pose cette question imbécile, comment est votre vie sexuelle? Cela veut dire que notre société accepte de placer toute la liaison dans le couple sur la sexualité des fesses. Et on ne pose pas la question, comment vont vos enfants? Comment est votre mobilier de maison? Comment est disposée votre chambre? Qu'est-ce qui se passe à votre travail? On commence bien souvent par comment est votre état sexuel, comment est votre vie sexuelle. C'est sûr que si monsieur est frustré régulièrement, c'est sûr que si madame se fait violer régulièrement, c'est sûr que si, etc., vous ne pourrez pas bien vivre. Mais là, on ne s'adresse pas à vous. On s'adresse à l'animal humain. On s'adresse à la majorité de cette planète, mais pas à ceux qui évoluent. Oh, c'est bien intéressant de faire l'amour. Mais ça n'a strictement rien à voir avec la sexualité. Imaginez-vous. On fait l'amour avec des condoms, on fait l'amour avec des pilules, alors donc on ne transmet absolument rien. Pas de la sexualité.
c'est de la jouissance corporelle, c'est un jeu. Mais ce n'est pas de la sexualité, ça ne transmet rien, à part du plaisir. Comme regarder une vidéo, comme aller à la ronde, comme faire de la course automobile, comme sauter en parachute. Mais ce n'est pas de la sexualité. Lorsque l'être humain parle de sexualité au niveau de son évolution, ce n'est pas question de faire ouvrir des chakras, des carrefours d'énergie avec la sexualité biologique. Dans l'Antiquité, ça fonctionnait. Dans l'Antiquité, le mâle, qui avait la possibilité de jouir souvent sur le corps des femelles, sans éjaculer, avait une condensation énergétique extrêmement puissante dans le niveau kundalinique, au niveau du carrefour Mooladhara dans les termes ariens. Et cette énergie qui ne pouvait sortir par les voies naturelles normales était poussée le long de la colonne vertébrale, ouvrant cette kundalini et cheminant à travers deux canaux qui sont appelés des serpents vers le centre coronal, la tête, en ouvrant, en montant d'autres carrefours d'énergie, si ces carrefours étaient existentiels dans le corps physique. Sinon, il les créait et il tuait le corps du mâle, donc il tuait le bonhomme. La femme, elle avait des jouissances, elle avait de la sécurité, elle avait ceci, elle avait cela, mais ses chakras ne s'ouvraient pas par la sexualité. Parce que la femme, elle donne son énergie à l'homme lorsque l'homme fait une relation sexuelle avec elle. La problématique, c'est que même si cette technicalité a fonctionné dans le passé, aujourd'hui, nous sommes les descendants héréditaires de tout ce qui a été fait dans le passé. Donc, nous n'avons aucun intérêt à répéter les vieilles techniques du passé, parce qu'à part nous occuper, elles ne nous amènent rien, parce que nous avons déjà tout ce qu'elles pouvaient nous donner. Nous devons donc travailler avec des techniques nouvelles, mais pas des techniques de fesses nouvelles. Des techniques avec de l'intelligence. Je n'ai rien contre que deux corps humains s'unissent biologiquement, sexuellement, matériellement, à la condition qu'avant, toutes les autres conditions de la sexualité étaient réunies. Et en dernier recours, en dernier lieu, il y aura peut-être ce jeu. Se payer le luxe d'être normal. Ou peut-être d'avoir un enfant. C'est autre chose. Aujourd'hui, quand on veut avoir des enfants, on n'est pas normal. Bon. Mais quand on veut juste zigouiller, on est normal. C'est évident que biologiquement, hormonalement, le mâle en a besoin. Soit. Mais ce n'est pas le problème de la femme. Bon, Dieu a inventé deux mains. Il n'a pas inventé la femme pour suppléer aux deux mains du bonhomme. Alors, on fait la relation sexuelle comme on veut, mais une chose certaine, c'est que lorsqu'on a des relations sexuelles hyper animales, sachons que c'est l'animal humain qui travaille, et puis c'est pas plus grave que ça. Mais ne pensons pas que ces sexualités sont évolutives. Le tantrisme n'est plus évolutif depuis au moins 2000 ans. C'était plaisant. C'est plaisant toujours. Ça permet d'avoir des pauses particulières et ça permet de donner une raison spirituelle à nos besoins de sexualité biologique. Très intéressant. Mais ce n'est pas utilitaire du point de vue fonctionnel. Ça use, ça épuise. À moins, évidemment, que vous soyez biologiquement très arriéré, ça peut vous aider à évoluer. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas. Parce que vous êtes les descendants génétiques d'une race extrêmement forte, la race teutonique, entre autres, mélangée avec différentes autres ethnies qui proviennent de l'Europe blanche, dans la majorité des cas. Alors, il y a d'autres formes de sexualité qui sont beaucoup plus évolutives, beaucoup plus importantes. Dernièrement, tout dépend de ce que nous concevons par dernièrement, disons que depuis 200 à 300 ans, l'Europe blanche, et en l'occurrence la race blanche, a commencé à découvrir une autre forme de sexualité qui s'appelle le massage. C'est une sexualité, oui, ça transmet de l'énergie. C'est pas de la sexualité des fesses. Mais bien souvent, ça finit là, mais c'est pas grave. Mais il y a au moins une autre raison. La réharmonisation des schémas énergétiques yin-yang et yominal à la surface du corps, à travers les méridiens cutanés, et la transmission de l'énergie vitale d'un individu, de son corps, au corps d'un autre, ce qui permet d'avoir avec l'autre individu une liaison énergico-vitale qui peut se rapprocher à ce que nous avions ici lorsque les Indiens s'ouvraient une partie du bras pour mélanger leur sang. Ils étaient donc frères de sang. Et effectivement, le massage avec un individu avec qui on veut vivre, avec un individu avec qui on veut vivre, ça ne veut pas dire qu'on vit dans la même maison que lui, mais avec qui on veut cheminer, et nécessairement faire un massage, c'est permettre aux deux individus de se transmettre sexuellement, énergétiquement, d'ordre vital, des conditions évolutives, amélioratives. Cela veut dire que les bonnes choses d'un individu, le magnétisme, il a une chose très intéressante dans sa structure,
c'est que si vous avez mal aux dents, si vous avez une douleur quelconque dans l'abdomen, la personne qui vous magnétise, même si elle ne connaît absolument pas la médecine, elle va vous guérir. Elle va vous soulager, du moins, dépendant évidemment de sa structure, de sa force magnétique. Ce n'est pas trop recommandé à faire avec n'importe qui, parce que tous les magnétiseurs ignorent certaines lois qui font qu'à un moment donné, ils meurent du choc en retour, ils meurent des maladies de ceux qu'ils ont guéris. Bon, ils aiment trop ceux qu'ils veulent aider. Alors, nécessairement, ils en profitent quand il les guérit pour les téter. Et les tétants, ils têtent la maladie. Et nécessairement, ils guérissent l'autre. À la longue, ils deviennent malades. C'est autre chose. Lorsque l'on fait un massage à un individu, il y a une transmission d'énergie vitale. Et dans cette transmission d'énergie vitale, il y a premièrement la communication de votre état de santé à l'autre. Vous avez un ulcère d'estomac. En magnétisant quelqu'un, vous ne pouvez pas lui donner. Par contre, lui, il a un problème aux dents. En magnétisant quelqu'un, si vous n'avez pas de problème aux dents, vous allez aider ses dents. Votre ulcère d'estomac peut aussi être guéri. Dans le magnétisme, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il n'y a jamais de problématique. On ne peut pas faire plus mal. On ne peut rien faire ou faire mieux. Dans les transmissions énergétiques du schéma vital par le massage, un massage qui est fait en touchant le corps, en broyant les muscles, de façon à éliminer toutes les structures d'acide lactique qui traînent un peu à l'intérieur, parce que la personne n'a peut-être pas suffisamment de volume sanguin, enfin de circulation sanguine pour éliminer ça convenablement. Alors, on fait un massage musculaire pour commencer. Lorsque le massage musculaire est terminé, on fait un massage hypercutané, c'est-à-dire que c'est à peine si on touche au corps. Et là, on rend plus sensible le corps, c'est-à-dire qu'on oblige le corps vital de l'individu que l'on masse à se déployer à sa surface. Et par la suite, on continue le massage, c'est-à-dire qu'on ne fait qu'imposer les mains en mouvement, sans toucher le corps, et suffisamment éloigné pour ne pas toucher non plus les poils du corps, de façon à ce que la personne ne ressent que le contact d'énergie vitale entre les deux corps. Et là, il y a sexualité, sexualisation d'énergie vitale, et ce n'est pas grave, ce n'est pas cochon, ce n'est pas péché, ce n'est pas etc. Bon, il y a sexualisation d'énergie vitale, et l'avantage qu'il y a, c'est que votre état périsprétique est transmis à l'autre. Ah, ça, c'est de la sexualité qui commence à me plaire. Qu'est-ce que ça veut dire que votre état périsprétique est transmis à l'autre? Ça veut dire que si vous êtes une personne qui n'est pas trop influençable ou difficilement influençable, une personne épaisse, qui a un périsprit épais, donc une personne solide, une personne correcte, convenable, du point de vue énergétique, eh bien, vous transmettez une correspondance énergétique à l'autre périsprit et vous allez rendre l'autre personne épaisse. C'est-à-dire que vous allez la rendre, elle aussi, moins manipulable, elle aussi, moins influençable, et elle sera de plus en plus capable de rester dans son énergie. Il y aurait un autre avantage majeur qui peut être une problématique. C'est qu'avant de se lancer dans ce travail, on doit savoir avec qui on le fait. Pourquoi? Pour la simple raison que dans cette communication par la transmission périsprétique d'un corps à l'autre, donc le périsprit d'un âme est transmis selon sa forme au périsprit de l'autre âme, la problématique que l'on peut retrouver, c'est que l'autre personne inconsciemment décodera ce que vous êtes et elle apprendra à vous connaître beaucoup plus. Un patron qui n'a jamais couché avec sa secrétaire peut lui demander des choses. Une fois qu'il a couché avec elle, bien, la secrétaire, elle n'écoute plus. Lorsqu'il y a une relation sexuelle biologique entre deux individus, ils se connaissent plus intimement et ça peut créer des problèmes. Et nécessairement, lorsqu'ils ont fait une sexualisation d'énergie vitale, comme je viens de l'expliquer, l'autre va aussi nous connaître encore plus intimement. Mais ce n'est pas grave. On doit accepter que certains individus nous connaissent totalement intimement. C'est-à-dire qu'on doit accepter d'être totalement pur en face de certaines personnes. Quand je dis pur, je veux dire sans maquillage, sans colorage, sans toute la panoplie de carcans psychologiques qui fait en sorte qu'on doit continuellement briser la glace quand on rencontre une autre personne. Briser la glace, c'est briser la face. Alors, à un moment donné, eh bien, on doit effectivement travailler avec un individu avec qui on va évoluer. Et si les deux individus sont relativement solides, pas trop manipulables, eh bien, il y a une communication télépathique qui va s'engendrer entre les deux corps périsprétiques. Le périsprit, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'enveloppe de l'âme qui préserve à l'intérieur de cette enveloppe votre expérience, ce que j'appelle moi les mémoires volatiles, et l'ego, l'agglomération à la longue de ces mémoires volatiles constituant le « je » et le « moi ». L'inconscient fait partie de l'ego. Tout ce qui fait partie de l'ego est nécessairement inconscient.
Et comme vos yeux font partie de votre corps, mais vos yeux, même s'ils voient, ne peuvent se voir. Nécessairement, vos yeux sont l'inconscient de vos yeux, parce qu'ils voient tout, mais pas eux. L'ego peut tout percevoir, mais pas lui. L'inconscient, c'est l'ego. La conscience, c'est toute la trace laissée par l'évolution de l'ego dans les mémoires volatiles. Et c'est pourquoi, psychologiquement, bien souvent, l'inconscient manipule plus que le conscient, parce que le conscient, c'est la trace mémorielle laissée par le travail de l'inconscient, l'ego, à travers l'âme. Alors, lorsque le périsprit d'un individu est épais, il est moins facilement manipulable, et lorsque l'on communique d'une façon sexuelle vitale avec un individu, ça peut se faire avec un enfant, ça peut se faire aussi avec un vieillard, ça peut se faire avec une autre personne du même sexe, ça n'a aucune importance. L'important, c'est qu'on sache qu'on travaille d'une façon qu'on doit s'arranger pour que ce que nous allons communiquer à l'autre ne nous serve pas un jour contre nous. Et c'est une loi astrale. Tout ce que vous dites peut être tenu contre vous. Ce n'est pas juste une loi juridique. Et du point de vue de la sexualisation vitale, ça peut être la même chose. Alors, lentement, une télépathie s'exerce entre les deux personnes, ce qui fait que les deux personnes s'unissent un peu plus souvent. Or, leur sexualité grandit donc. Je parle de sexualité vitale. Lentement, lorsque mâle, tout à fait hormonalement mâle, celui qui court toujours après les femmes, celui qui cruise à tout bout de champ, il s'est même acheté un contrôleur, un cruise control, pour pouvoir toujours être alerte, garder sa vitesse. Celui-là, s'il arrive à communiquer d'une façon vitale avec une femme, par exemple, lentement, les deux deviendront suffisamment unis que le bonhomme va commencer à perdre son appétit sexuel et il n'en souffrira pas. Parce qu'il sera continuellement comblé et il vivra le début. Ce n'est pas biologique encore parce que ce n'est pas cellularisé, mais ça peut être transmis génétiquement à nos enfants si enfant il y a. Il vivra le début de l'androgyna vitale, c'est-à-dire qu'il aura l'impression, il n'aura pas l'impression, il aura de moins en moins le goût d'avoir des relations sexuelles avec une femme. Il ne deviendra pas tapette ou homosexuel, faites-vous-en pas. Et chaque jour, lorsqu'il verra sa femme ou la femme, eh bien, ils auront une communication entre les deux qui pourra s'appeler une communion à la longue. Et ils seront capables de parler de moins en moins, d'avoir de plus en plus les mêmes idées en même temps. Ils seront branchés, non pas dans une structure astrale collective, ils seront branchés dans une structure de décodage individuel bâtie sur la même ROM, c'est-à-dire sur la même mémoire génétique, sur la même codification périspritique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lentement, ils vont être capables d'éliminer les conditions qui font qu'ils ne peuvent pas vivre convenablement sur cette planète et qu'ils ne peuvent pas vivre convenablement ensemble. Et ils vont être capables d'engendrer un protocole de communication où ils pourront interpréter, donc décoder, les événements de la vie d'une façon similaire pour parvenir à avoir un langage similaire. Ça veut dire que lorsque une personne aura le goût d'aller au cinéma, possiblement l'autre aussi aura le goût d'aller au cinéma. Et là, il y a une nuance majeure entre être collectif et être ajusté. Il y a bien souvent dans les couples l'homme qui a le goût de faire quelque chose et la femme qui n'a pas le goût. 2 semaines après, la femme elle a le goût et c'est le gars qui l'a plus. Et bien souvent, on vit comme cela. Et de temps en temps, la plus chioleuse ou le plus chioleur va dire « Ah oui, mais toi, tu as toujours le goût quand c'est pas le temps. » Parce que c'est pas le temps quand elle n'a pas le goût, c'est le temps quand elle a le goût. Bon, c'est simple. Alors, il arrive lentement un ajustement qui se fait entre les couples ou entre les individus qui évoluent ensemble. Ils peuvent être 3, 4, 5, 15, c'est pas grave. Les enfants, c'est la même chose. Quand les enfants ont le goût d'aller au cinéma, les parents n'ont pas le goût. Quand les parents ont le goût, les enfants, ça ne le tente pas. Alors, il arrive lentement une espèce d'harmonisation qui se fait entre les périsprits pour que les forces astrales ou les forces d'intelligence qui pénètrent par les ajusteurs de pensée, soit collectifs, soit individuels, des individus de la même cellule d'évolution, appelez ça famille si vous voulez, appelez ça comme vous voudrez, couple, quoi que ce soit, de la même cellule d'évolution. Alors, il y aura un ajusteur de pensée, un organigramme au niveau des ajusteurs de pensée qui va faire en sorte que la même quantité d'énergie va traverser les mêmes cellules pour arriver au même système neuronique, au même système endocrinien, au même périsprit, aux mêmes âmes, en même temps. Alors, normalement, les individus commencent à avoir les mêmes goûts en même temps, même s'ils restent absolument individuels du point de vue de leur intelligence. Autrement dit, moi, j'ai un travail extrêmement important à faire, je dois le faire ce soir. Ma femme a le goût de sortir, moi aussi j'ai le goût de sortir, il se trouve. Moi, elle me demande si je veux sortir, mais si on est suffisamment en communication, elle ne me demande même pas. Elle sort. Elle sait que je ne peux pas. Mais disons qu'elle me le demande, moi je réponds non. Je reste absolument individuel.
Et la personne va tellement comprendre mon nom, tellement comprendre ce que j'ai fait, qu'elle ne saura même pas de me convaincre. Elle va s'en aller. La communication devient extrêmement facile lorsqu'on arrive à vivre une sexualité d'ordre vital. Parce qu'elle n'est pas que d'ordre biologique. C'est une sexualité d'ordre contrôlé qui demande de l'intelligence à travers le cerveau de l'homme, de la femme, de l'enfant, pour pouvoir être exprimé. Cela veut dire qu'étant donné que vous devez faire un massage, vous devez payer un karma. Vous savez ce que c'est quand on est deux? C'est qui commence? Parce que si je te fais un massage en premier, après ça, moi je me vache, tu m'en fais un, mais toi tu es tout perdu. Là, après, il faut que tu te couches, puis il faut que tu dormes comme tu peux. Moi, je suis bien. Fait que celui qui le fait en deux, celui qui se le fait faire en dernier, c'est celui qui gagne finalement. Alors on fait comme je fais avec ma femme, on joue au combat naval. Et puis Battleship. Hein? Et puis celui qui gagne, ben, c'est lui qui va faire le massage. C'est plus simple. Et nécessairement, étant très télépathe, je gagne souvent. Bon, ça, chacun ses manières de fonctionner. Bon. Alors on fait quoi? Eh bien, ça peut être une journée 1, une journée l'autre, une journée 1, une journée l'autre. Il y a plusieurs avantages à ce système. Premièrement, lorsqu'une personne fait une relation sexuelle d'ordre biologique, il n'y a pas de payage de karmique parce que les deux en bénéficient du point de vue de leur programmation astrale de jouissance. Ils pensent qu'ils ont du plaisir à faire ça. Du moment que c'est fini, tu n'as même plus de plaisir, il n'y a même plus rien pantoute. La femme se sent sécurisée parce que le bonhomme a besoin d'elle, le bonhomme, il s'endort. Il n'y a plus besoin de personne. Bon. Alors, c'est très rapide. Lorsque l'être humain passe par la sexualisation au niveau du massage, et bien évidemment, il y a le contact corporel. Ça vous renforce les bras, n'est-ce pas? Vous pourrez au moins téléphoner de temps en temps chaque année pour dire que vous faites 15 minutes d'exercice avec vos mains. Bon. Ça relaxe le corps de l'autre, ce qui engendre dans la maison une condition familiale beaucoup plus plaisante parce que le corps de l'autre étant relaxé et les structures qui accumulent les énergies astrales mélancolisantes, frustrantes, colérisantes, etc., l'acide lactique entre autres, est éliminé. La personne dort mieux. Ça va mieux. Et en plus, étant donné que vous devez passer 15 minutes à 20 minutes à une demi-heure à travailler pour un autre humain, il y a énormément de votre structure karmique qui est éliminée, qui est payée. Et si vous dites oui, mais je le fais dans le but de me refaire masser par la suite, ça n'a aucune importance. Le temps que vous le faites, vous ne bénéficiez de rien, donc c'est extrêmement intéressant du point de vue karmique. Ça élimine certaines conditions au niveau de la planète et ça dilue lentement votre karma collectif. Et quand je parle de karma collectif, ça ne veut pas dire que parce qu'un jour vous avez donné un coup de pied dans le derrière d'un chien, qu'en massant votre mari ou votre femme, il n'y a plus jamais un chien qui va vous mordre. Non. C'est le karma collectif qui est atténué. Ça veut dire qu'entre vous et votre mari ou entre vous et votre femme, ça va aller de mieux en mieux. C'est ça que ça veut dire. Et c'est extrêmement intéressant de vivre avec un individu dans le but de s'améliorer évolutivement ou d'évoluer améliorativement, sans que l'astral se charge continuellement de nous en manipulant l'autre. Alors, je élimine une partie de mon karma collectif. Deuxièmement, je m'oblige à apprendre à être un peu plus anégoïque. Je dois prendre le temps, je dois laisser aller de l'énergie. Et en passant, il n'y a aucun problème. La personne qui fait ce travail ne doit jamais se concentrer pour émettre de l'énergie, parce que là, c'est son énergie qu'elle va émettre. Elle doit simplement placer ses mains, elle doit faire le travail. Et puis l'autre, pour l'aider dans le début, lui dit, oui, je sens de la chaleur, je sens du froid, je sens des picotements, je sens un engourdissement, histoire de diriger l'ego de celui qui masse. Pourquoi diriger l'ego de celui qui masse? Parce que ceux qui commencent à faire ce travail pour la première fois, bien souvent, ils ne croient pas à rien, eux autres. Il faut diriger leur ego. Ça prend une demi-heure que tu fais ça, puis je ne sais même pas si ça marche. Mais si je te dis oui, je sens ci, je sens ça, ça énergise l'ego. L'ego pensant que ça marche. Parce que ça marche, bien, il libère les forces mentales qui peuvent contrôler ses forces vitales, et ça marche de mieux en mieux. Par contre, il y a toujours des personnes, des hypermentaux, et non pas des supramentaux, des intellectuels avertis, qui vont dire, oui, là, ça change la chaleur. Mais c'est peut-être dû à cause du courant d'air, là, à cause que la chatte, elle a ouvert la porte de la chambre de bain, à cause que... Bon, là, évidemment, on ne peut pas bénéficier d'un massage du point de vue intellectuel. Il n'y a rien à faire. Achetez-vous un livre sur les massages, puis lisez-le. Là, vous allez en bénéficier du point de vue intellectuel. Ne demandez pas à quelqu'un de venir perdre 20 minutes ou une demi-heure de son temps et de sa vie pour vous faire neuroniquement travailler sur savoir qu'est-ce qui se passe. Bon. Le soleil, il flotte en haut, puis quand il te réchauffe, il te réchauffe. Il laisse faire comment il flotte pour l'instant. C'est pas compliqué. Bon. Alors donc, on fait ce travail simplement en laissant faire les choses de façon à ce que de l'énergie traverse notre corps et circule chez l'autre. Ça, c'est la sexualité d'ordre vital. Ça permet un ajustement du point de vue périspratique, ça permet des individus qui ont cheminé ensemble
de pouvoir s'ajuster, de pouvoir s'affiner, de pouvoir arriver de plus en plus à éliminer le karma collectif que l'astral se charge de leur ramasser. C'est la même chose entre les parents et les enfants. Nécessairement, les parents devraient aussi masser les enfants et les enfants devraient aussi masser les parents et les enfants devraient aussi se masser entre eux, ça va de soi, pour la simple raison que ça élimine le karma collectif, donc de tout le monde. La sexualité d'ordre astral, qu'est-ce que c'est? C'est la communication d'énergie astrale d'un individu à l'autre. Il y a des sexualités qui ont été bonnes pour l'humanité dans l'Antiquité, des sexualités biologiques, il y a des sexualités qui ont été très mauvaises. C'est la même chose pour les sexualités d'ordre vital, astral ou mental ou supramental. Du point de vue astral, lorsqu'un individu gueule après quelqu'un, ben c'est la sexualité. Et qu'il communique est extrêmement mauvais. Il communique, il transmet dans l'avenir. L'autre, il transforme les humains. Il les éduque lentement à être colériques, à vivre dans une société où c'est normal d'avoir peur la nuit, dans une société extrêmement paranoïaque. Toute la planète est paranoïaque. Bon. Alors, dans une société, dans une planète absolument originale. Et lorsque nous communiquons, par contre, d'autres choses, lorsque nous communiquons de l'amour à pleine bouche, à plein yeux, là. Pas ceux qui pissent de l'amour partout où ils vont. Non. La sexualité astrale, c'est lorsque l'individu a la faculté d'aider quelqu'un à se prendre en main. C'est la meilleure sexualité. On va voir quelqu'un à l'hôpital. Eh bien, quand on arrive à l'hôpital, on ne fait pas comme s'il n'était pas malade. La personne qui est couchée dans le lit passe ses cartes pour pas savoir qu'elle est malade, elle est là. Alors, il y a énormément de personnes qui ne savent pas comment agir, eh bien, ils doivent simplement y aller, puis ils doivent parler avec la personne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on l'encourage. C'est de la sexualité d'ordre astral. Et vous allez dire, oui, mais elle a un qu'à se démerder, elle a un qu'à se prendre en main, elle a juste à pas souffrir, elle a juste à, etc., etc., etc. Une chose certaine, c'est que ce que nous faisons avec les humains qui habitent cette planète présentement, c'est ce qui va déterminer la planète dans laquelle on va revenir dans quelques années. Alors, autant sexuellement transmettre notre évolution améliorative au plus de gens possible. Ça ne veut pas dire de faire du porte-à-porte. C'est autre chose. À moins que vous soyez vendeur, ça c'est parfait, c'est aucun problème. Éduquer des enfants, c'est de la sexualité. Lorsque l'être humain essaie d'éduquer un enfant sans faire de relation sexuelle d'ordre astral avec lui, c'est comme l'éducateur qui ne veut pas connaître les prénoms des enfants, qui se fait appeler monsieur ou madame parce que ça crée de l'autorité. Certainement, oui, ah oui. T'es tellement pas respectable qu'il faut qu'on te mette une étiquette d'en face pour qu'on te respecte. On te respecte pas toi, on respecte monsieur. On te respecte pas toi, on respecte madame ou mademoiselle. Bon. Ça, c'est une sexualité qui est carrément coupée, c'est de l'éducation sans sexualité. Ça veut dire que jamais le professeur ne touche l'enfant. Ça veut dire que jamais le professeur n'encourage l'enfant. Oh, de temps en temps, il met un temps dans son cahier, c'est à l'élémentaire. Bon, ça c'est s'il a le temps. Encore, s'il ne fait pas faire, parce qu'il ne fait pas mettre pour les autres. Ça, c'est une éducation qui refuse la sexualité. C'est une éducation de bullshit. C'est-à-dire, oui, de boule de marde. Intéressant. Alors, on ne peut pas fonctionner présentement avec le système astral, avec l'âme qui habite encore les corps humains, sans sexualité astrale, sans sexualité donc d'ordre émotif ou affectif. On ne peut pas. Alors, une sexualité, une masturbation astrale, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est quand vous achetez un cornet. Ah, c'est une masturbation astrale. Vous comprenez? Ça, vous allez comprendre plus facilement la sexualité astrale, c'est exactement ça. À un moment donné, vous dites, ah ben là, j'étais tanné, là, je me suis payé un cadeau. Ça, voilà, vous êtes masturbé astralement. C'est pas mauvais, c'est correct. La masturbation, c'est c'est les parents qui étaient dégoûtés de voir leurs enfants tripoter le corps physique qui ont dit que ça rendait fou. Il y a eu une époque où ça rendait fou, oui. Il y a longtemps. Et puis aujourd'hui. Alors, la masturbation astrale, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est lorsqu'on va s'acheter un cadeau, c'est lorsqu'on se paye un cinéma, c'est lorsqu'on s'achète un automobile. Oui, masturbation astrale. Le gars qui veut creuser les filles, là, qui a besoin d'un gros char, qui s'achète une corvette, c'est la masturbation astrale. Les femmes, c'est la même chose. Ils vont s'acheter des bijoux, des boucles d'oreilles, ils vont s'acheter, dépendant des pays, des os, mettre dans le nez. Bon, ça dépend des places. Chacun sa civilisation et chacun ses choses acceptables. C'est de la masturbation astrale, c'est-à-dire que vous donnez à votre âme, à votre ego, une jouissance. Vous transmettez vers vous-même une énergie. Lorsqu'on donne un cadeau à quelqu'un, on fait de la sexualité astrale. Et c'est extrêmement intéressant et extrêmement plaisant. Savez-vous combien d'énergie peut rayonner chez vous lorsqu'on vous donne un cadeau? Ça sert à ça. Le temps que vous mettez à l'acheter, le temps que vous mettez à l'emballer, le temps que vous mettez à trouver la surprise, même la connerie, pas toujours à la fête. À la fête, il n'y a rien de plus con. On ne devrait pas donner cadeau à la fête de quelqu'un, il vieillit. On devrait être compatissant avec lui. Bon, pas lui donner un cadeau.
Par contre, tous les autres jours de l'année, quand il s'en attend pas, à un moment donné, là, on donne un petit cadeau, un gros cadeau, on fait comme on veut. La personne qui reçoit le cadeau, eh bien, on oblige, on brasse dans son astral suffisamment d'énergie qu'on brise des chocs. Brisant des chocs, on libère de l'énergie et la personne devient, elle fleurit. Eh bien, ça, c'est de l'épanouissement. C'est une sexualité astrale. L'homme connaît ça parce que la femme est beaucoup plus assujettie à la sexualité astrale. Il achète des fleurs pour y acheter son corps physique le soir. Bon. Mais on doit s'arranger pour pouvoir fonctionner comme cela. Avec les enfants, avec les parents, avec nos parents, avec même nos voisins, avec ceux avec qui l'on vit. Moi, je parle de cellules d'évolution. Bon. Alors, on doit faire cela. Et tous les problèmes décollent. Mais achetez pas un cadeau tous les semaines. Parce que là, vous allez instruire l'ego que tous les semaines, il y a un cadeau qui vient. La journée que vous n'y amenez pas de cadeau, l'autre est frustré. Ça se programme vite un ego. Puis l'ego, l'âme, c'est pas là pour aider l'humain, c'est là pour supporter le corps en attendant que l'esprit vienne animer l'humain. Alors on fait attention. Alors on crée la surprise. Pourquoi la surprise? Parce que la surprise, c'est du neuf. La surprise, c'est du neuf. Et il y a toujours une partie luciférienne, une partie évolutive dans l'être humain qui recherche le neuf, mais qui a peur quand même du neuf. Elle veut un petit peu de neuf, pas trop de neuf. Le reste, c'est du vieux, du sécure, du connu. Alors, en donnant des cadeaux de temps en temps, en achetant des ceci et des cela, à un moment donné, j'étais au Pérou, j'envoie une carte postale à ma femme, c'était une photo de la mort. Alors, je lui dis, je t'envoie premièrement ceci, le reste va suivre. Bon, c'était juste ça sur la carte. Elle s'attendait à ce que j'écrive un livre, me connaissant. Et c'était tout. Et lorsque je suis revenu, bien là, j'avais un truc en peau de lama là, qui vendait à l'aéroport, que je trouvais en dernier recours avant de prendre l'avion. Il me restait 35 000 $. Alors ça valait à peu près 34 000 quelque chose. Alors je l'ai acheté. Mais il faut savoir que là-bas, $1 canadien valait 18 000 $ péruviens à l'époque. Il faut comprendre. De 35 000 $, c'était 3-4 $ canadiens. Là. Faut comprendre. Bon. Alors, vous voyez que différents pays, différents phénomènes. J'étais millionnaire plusieurs fois là-bas. Bon. Alors, on engendre ce genre de surprise et cet échange est une sexualité astrale. Certaines personnes vont dire, oui, mais finalement, c'est ce qu'on fait régulièrement, pas mal tout le temps. C'est ce que vous faites inconsciemment. Inconsciemment, ça fait plaisir. Mais jamais on a pensé que ça pourrait servir à évoluer l'humain. Alors, il y a toujours eu des parties de fesses dans l'Antiquité. Hein? L'homme des cavernes qui traînait la sauvage parce qu'il n'y a pas de skidoo. Alors, il se promenait avec une traîne sauvage, je sais pas, il s'en allait. Et puis, il faisait l'amour. Et on va dire, à un moment donné, il y a la possibilité d'évoluer avec le tantrisme, en organisant la relation sexuelle. Là, les hommes des cavernes, ils peuvent dire, ouais, c'est ce qu'on fait depuis tout le temps. Il y a une différence, c'est que vous ne savez pas ce que vous faites, même si vous le faites. Et si la conscience n'y participe pas, il y a une grosse nuance. C'est comme, je vais à la campagne, et puis je reviens, et puis c'est ça, tu as au moins vu que tu étais à la campagne. Bon, oui. J'ai tué des moustiques. Non, la personne qui va à la campagne consciemment, elle a un autre genre de vie que celui qui va là, puis il ne sait même pas ce qu'il fait là. Alors, c'est la même affaire de la sexualité. La sexualité astrale, on pense on se masturbe astralement, on s'offre des cadeaux, on s'offre des choses, on en offre à autrui aussi. Pas dans le but d'acheter l'autre. Dans le but de transmettre à autrui du neuf, dans le but de faire évoluer autrui. Un exemple très évident. Votre voisin et votre voisine, vieux ou vieille chipie. Bon. Une personne qui est toujours en train de chialer, le moindrement vous éternuez, vous pétez chez vous, elle tape dans le mur en carton, ça va de soi. Elle est toujours en train de beugler, puis quand vous pelletez votre escalier, votre moitié d'escalier ou votre moitié d'entrée de garage, elle trouve que vous pelletez pas assez votre moitié chez elle, que vous coupez ça trop juste, en tout cas, un chialeux. À un moment donné, c'est Noël, puis il offre un cadeau pareil. Et tiens, mais là, il est fait. Mais normalement, l'humain, qu'est-ce qu'il fait l'humain? Il dit, hey, je pense que ce bonhomme-là ou ce vieille-là, je pense qu'il va lui donner un cadeau. Mais oui, faites-le donc. C'est une femme, on lui a envoyé une rose. C'est pas nécessaire de signer votre nom. Et c'est ça la nuance. Quand on veut travailler avec de l'intelligence, on se sert des bonnes choses, plantées au niveau des forces astrales, puis on arrive à manipuler autrui. Et pas pour nous, pour lui, pour elle. Alors elle reçoit ça, c'est pas de qui ça vient. Eh bien, elle médite, ça bouge. En dedans, il y a un choc. L'ego mange une claque. Il y a des parties qui peuvent même se diviser.
Et lentement, la personne, elle va changer. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, puis nécessairement, si vous lui envoyez une fleur avec une fois par année, ça va être très long avant qu'elle change. Mais de temps en temps, incognito, c'est important, parce que si ce n'est pas incognito, étant donné que déjà vous n'entendez pas avec elle, il y aura une guerre d'ego. Elle aura l'impression que vous voulez chose qui ne va pas. Elle savait que vous étiez malade, elle pense que vous êtes plus, puis non, vous voulez l'acheter, il y a un mauvais coup que vous voulez faire, elle ne vous fera pas confiance. Alors c'est incognito. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on doit orchestrer. Et ça, c'est de la sexualité de l'évolution. Ça change l'humain. Ça change totalement son âme, pas d'une façon spirituelle axée sur une religion organisée particulière. Non, libre, libre, libre. Témoin de Jéhovah, Mormon, Krishna, neutre, n'importe quoi. Ça ne dérange rien. Elle reçoit. Et vous ne recevez pas, ça ne change rien. Vous faites de la sexualité, vous transmettez. Et nécessairement, dans 2, 3, 400 ans d'ici, lorsque vous allez revenir, le monde qui va vous attendre, c'est différent d'aujourd'hui où ce qu'on n'attend pas souvent ceux qui naissent. Alors ça, c'est la sexualité du point de vue astral. Masturbation vitale, c'est quand on se masse la tête, hein, c'est quand on se masse la face. Faut demander à quelqu'un de le faire, remarquez bien. Masturbation astrale, c'est lorsqu'on se paye des cadeaux. Masturbation vitale, on vient de le voir. Masturbation physique, vous connaissez toutes. Vous avez qu'à lire les livres religieux, c'est ordi. Il explique tout au complet, puis il explique comment faire. Alors, c'est très simple. Sexualité d'ordre mental. Masturbation mentale, ce que souvent les enfants vont faire, ça va être jouer avec un ordinateur. Ça va être jouer avec des jeux vidéo. Ça va être des choses dans le genre. Les adultes, bien souvent, c'est les mots croisés. Pour certains, c'est les mots cachés. Et la transmission sexuelle d'énergie mentale se fait comment? Ça fait simplement lorsqu'on oblige quelqu'un à raisonner, à légiférer. Pas lorsqu'on veut que quelqu'un comprenne qu'on a raison. Non, c'est pas ça du tout. Absolument pas. Un individu s'en va en vacances, il part pour Rimouski. Et vous lui dites, t'as-tu pensé à tout? Ben, si vous dites ça tous les jours, toutes les fois que vous voyez partir, c'est plus ça. Et vous lui posez 3, 4, 5 questions, ça va. Une personne est à l'école, puis les mathématiques, ça marche? Oui. Bon, 8 x 4. Vous voyez, là, il y en a déjà ici là, qui charge. 5. 4 x 8, c'est plus facile. Bon. Alors, c'est une espèce de transmission d'énergie sexuelle du point de vue mental, et ça peut se faire de plusieurs façons lorsqu'on essaie ou lorsque l'on instruit un individu à partir d'une logistique. Comme de temps en temps, lorsque nous faisons les cours de PMC ou lorsque je fais le séminaire, ou comme en fin de semaine, il y a une 80aine de personnes qui vont aller vivre quelque chose en pleine forêt pendant 36 heures, eh bien, à un moment donné, on leur montre une chose absolument banale. Un jour, j'étais avec des scouts et c'est ce que je leur expliquais. Je leur expliquais simplement que le soleil s'en allait. Et puis, je leur demande, qu'est-ce que le soleil s'en va faire? Fait que les scouts, ils me répondent tous, bien, ils se couchent. Puis là, je leur prends une roche, puis je leur explique qu'il ne se couche pas. Que le soleil, là, il est comme la feuille de l'arbre qui est là, puis il ne bouge pas. Puis c'est la roche qui tourne. Présentement, s'il descend par là, c'est que toutes nous autres, on s'en va par là-bas. Puis là, quand les jeunes ont commencé à légiférer et à comprendre que, merde, c'est vrai, le soleil ne bouge pas, mais c'est nous autres qui s'en allons, bien, il y a la vision de la forêt, les montagnes, les lacs, c'était pas mal différent. C'était une transmission sexuelle du point de vue mental. Ils n'ont pas dormi de la nuit, remarquez bien. Mais ben, c'est des jeunes assez originaux. Alors, il y en a qui m'ont expliqué qu'ils s'étaient attachés dans le tente. Et là, vu qu'on était en train de tourner, ils savaient qu'on ferait le tour. Mais c'était juste des farces, évidemment. C'était pas... Bon, mais enfin, quand on travaille avec des jeunes, il y a toujours des trucs amusants. Moi, je me suis ramassé avec mon sac de couchage plein de cornflakes. Bon, on avait décidé de me faire légiférer, moi. Il n'y a pas mis le lait. C'est peut-être moi le lait, remarquez bien. Qu'eux autres, on ne sait jamais. Ils ont mis le céréales, le lait est rentré après, oui. Bon. Mais enfin. La sexualité du point de vue supramental, qu'est-ce que c'est? La sexualité du point de vue supramental, c'est quelque chose de différent. La sexualité vitale, physique, vitale, astrale et mentale, est une sexualité planétaire. Elle est donc reliée à notre schéma d'évolution planétaire, normalement attribuable aux animaux, et aux animaux du point de vue biologique et du point de vue vital, parce que l'animal est capable de transmettre sexuellement de la vitalité,
avec sa langue, bien souvent. Il va lécher ses petits, il va lécher ceux qu'il aime. Votre chat va vous lécher. Le chien, même chose. Le chien, disons que c'est plus problématique. Ça barre pas mal plus que le chat, enfin. Bon. Alors ça, c'est la transmission d'énergie vitale au niveau des animaux. Chez l'animal humain, qui est nécessairement animé par une conscience, parce qu'il y a l'animal biologique, il y a l'humain dans le corps physique, donc l'animal humain ou l'humain animal. Il y a nécessairement un ego suffisamment centré pour devenir égocentrique, pour être je et moi, pour être identifié à sa vie et à son expérience. Et là, on a accès à une sexualité d'ordre astral, ce que les autres règnes de la nature n'ont pas. Et on a accès à une sexualité d'ordre mental, ce que les autres n'ont absolument pas et n'auront jamais. Maintenant, lorsque l'intelligence supramentale traverse les sphères astrales pour parvenir jusqu'à un système neuronico-endocrinien suffisamment orchestrable, lorsqu'un ajusteur de pensée n'est pas trop en promenade autour d'un être humain, mais reste suffisamment attaché à l'évolution mentale et supramentale de celui-ci, eh bien, il y a une autre condition sexuelle qui va commencer à apparaître, une relation sexuelle entre l'ajusteur de pensée, c'est-à-dire entre les forces extraterrestres qu'on appelle les plans cielestes, c'est-à-dire la force supramentale, le plan bouddhique et le plan divin, au-delà du monde de la mort. Et quand je parle de plan divin, ce n'est pas un plan divin où il y a des dieux qu'on peut prier pour leur demander des choses. Bon, ça c'est dans le monde, ça c'est dans le ciel, dans le monde de la mort qu'il y a ces dieux. Alors, lorsque l'être humain a accès à cette sexualité du point de vue supramental, il a accès à une autre condition totalement différente. Il a un ajusteur de pensée qui, lentement, va commencer à se souder à lui. Un ajusteur de pensée qui va lui amener de l'énergie, une énergie nouvelle, qui va lui permettre de voir le monde tel que le monde est, c'est-à-dire tel que lui-même n'a jamais pu voir le monde. Jusqu'à cette étape de l'évolution, l'animal humain, disons l'humain, a vu le monde comme le monde lui a été montré. Il a vu le monde comme les livres lui montrent, il a vu le monde comme la politique lui montre, il a vu le monde comme les religions le lui ont montré, il voit le monde comme il a appris à le voir. Alors il peut détester telle ethnie, telle race, il aimera telle autre chose, il est conditionné par sa programmation scolaire, sa programmation morale, sociétale et théologique. Lorsque l'animal humain entre en contact avec un ajusteur de pensée, il devient un être humain, c'est-à-dire qu'il devient habitable. Il n'est pas nécessairement habité, mais il devient habitable par de l'intelligence. L'intelligence, il y a une différence majeure entre l'intellectuance, qui fait référence aux mémoires de l'homme, qu'on appelle la pensée, qu'on appelle la réflexion, et que bien souvent on appelle l'intelligence, même si on parle quand même de quotient intellectuel. C'est de l'intellectuance à mon sens. L'intelligence, c'est quelque chose qui permet à l'homme de savoir ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache, sans jamais avoir à apprendre quoi que ce soit auparavant, sans jamais avoir à expérimenter une condition pour la savoir. Et il y a une différence majeure entre connaître et savoir. Même si Krishnamurti, à un moment donné, a expliqué que l'être humain qui connaissait mal ou connaissait pas, la majorité des humains de langue française, lorsqu'il emploie le mot connaître, emploie le mot expérimenter ou expériencier. C'est-à-dire qu'ils veulent dire, je connais la mécanique, donc je l'ai appris. Je connais la ville, donc je l'ai appris. Je te connais, donc je t'ai appris. Alors qu'ils vont dire, je sais que je vis, ça ils ne l'ont pas appris, ça ils le savent. C'est un savoir instantané qui n'est pas déterminé par l'apprentissage ou l'expérienciation de conditions scolaires, théologiques, etc. On n'a pas besoin d'un Dieu pour nous dire que nous vivons pour le savoir. On n'a pas besoin d'un livre. Bon. Alors, il y a une nuance majeure entre celui qui sait et celui qui connaît. Celui qui connaît apprend les choses, il ne les comprend pas nécessairement, mais il les connaît. Je connais les dangers de la drogue, je connais les dangers de la cigarette, je connais les dangers de conduire trop rapidement. Mais je le fais pareil, si tu veux, c'est plus fort que moi. C'est ça. Tu ne sais pas, mais tu sais, tu connais, tu as appris. Tu ne comprends pas nécessairement. Celui qui a accès à un ajusteur de pensée voit immédiatement une énergie nouvelle venir ajuster sa structure de logifération astrale, humaine, planétaire. L'ajusteur de pensée est une organisation qui provient du plan morontiel, donc de ce qui a été engendré par les forces supramentales un peu avant la formation de la sphère gazeuse qui deviendra notre planète. Et c'est ce qui, encore une fois, porte le nom de plan morontiel, anciennement le plan éthérique planétaire, qui permet aux êtres humains qui n'ont plus de corps physique de continuer à vivre, c'est-à-dire ceux qu'on peut réanimer biologiquement. Ils n'étaient pas morts encore, ils n'avaient pas gagné le monde de la mort, l'astral, le ciel, ils étaient dans le plan morontiel. L'ajusteur de pensée est une forme éthérique, donc d'énergie supramentale planétarisée, qui a la possibilité de s'associer au corps périsprétique, au corps séraphique de l'âme, donc à l'enveloppe de l'âme, par l'intermédiaire de certaines structures atomiques des neurones du cerveau de certains humains. Et ce fait étant accompli, l'ajusteur de pensée fait office de canal
qui permet à l'être humain d'avoir accès à un savoir instantané, c'est-à-dire qu'il ne l'aura pas expérimenté au préalable par son âme, donc il l'exprimera par la gestuelle ou par la parole instantanément avant même de le réfléchir. Et ce canal peut se brancher dans le monde de la mort, dans l'astral, donc dans les hautes sphères spirituelles, dans les basses sphères, n'importe où dans l'astral, dans les annales akashiques aussi, ce qui pourra faire en sorte que l'individu pourra savoir instantanément une chose qui s'est passée il y a 3 secondes ou hier. Il n'a pas besoin de fouiller dedans sa mémoire. Et ce canal, lorsqu'il est suffisamment énergisé par la sexualité supramentale, il finit par traverser le monde de la mort à la recherche d'une énergie nouvelle, une énergie qui lui ressemble plus, celle du plan supramental à l'extérieur du monde de la mort, donc à l'extérieur du ciel, le premier palier des cieux, le plan supramental, l'intelligence active, l'intelligence instantanée. Lorsque l'être humain parvient à ce contact supramental, donc lorsque son canal, l'ajusteur de pensée est suffisamment établi, l'être humain peut donc vivre maintenant d'une bilocation planétaire et extraplanétaire, et il entre dans une phase de sexualité qui va finaliser son évolution, c'est-à-dire une sexualité qui va se parfaire chez lui, parce que l'être humain deviendra androgyne du point de vue vital, astral, mental et nécessairement supramental, parce que le supramental est déjà androgyne, et l'être humain deviendra aussi immortel par éthérification de son corps physique, donc il n'aura plus besoin de la sexualité biologique, c'est-à-dire qu'il sera totalement androgyne du point de vue de la mécanique des transmissions sexuelles biologiques, malgré qu'il conservera un corps qui aura des caractères sexuels primaires, donc un corps soit d'homme ou de femme, mais il sera immortel, donc il n'aura plus besoin de se réincarner, ce qui nécessairement impliquera le fait qu'il ne sera plus capable de procréer des enfants. Alors, la sexualité de l'évolution, c'est une démarche. Une démarche qui a toujours animé l'humain. Il y a toujours eu de la sexualité dans l'univers. Sexualité, c'est la prolifération des contextes du passé vers l'avenir. La sexualité, c'est la possibilité ou l'art de poursuivre ou de placer dans l'avenir ce que nous sommes aujourd'hui. Depuis que l'univers existe, depuis plus de 15 milliards d'années, il y a toujours eu cette sexualité. L'être humain, théologiquement, moralement, cochonnement, a émotivisé le phénomène sexuel corporel. Et il a voulu conserver, ce sont des phénomènes arimaniens et sataniens, donc sataniques, qui obligent l'humain à rester terrestrifié, qui obligent l'humain à rester planté sur la planète Terre, de façon à pouvoir jouir un peu plus du corps planétaire. Voyez-vous, il y a des pays où il y a énormément d'enfants. Et on va dire, oui, mais crime, ils crèvent de faim, ils devraient arrêter. Alors on essaie de leur fournir la pilule. Alors on opère les femmes ou les hommes. On met en prison ou on tue ceux qui en ont plus de 2 ou 3. On essaie de trouver des moyens. Alors que tout ce qu'on aurait à faire, c'est de leur fournir une télévision. Dans les pays où il y a la télévision, il y a moins d'enfants. Parce que les adultes étant occupés à regarder la télévision, ils n'ont pas besoin de se distraire dans le lit. Alors, il ne faut pas poser de questions. Quand on dit que l'humanité change par des conditions qui ne sont pas contrôlées par elle, du point de vue conscient, mais qui sont tout à fait intelligentes. Étant donné que l'être humain recherche autant la sexualité sur tous les plans, lorsqu'on lui amène des vidéos d'automobiles, des cinémas, un ordinateur, des choses à faire, ah ben là, la sexualité biologique décolle un peu, ce qui est normal. Ce qu'il faut comprendre, c'est simple. Toute communication d'énergie est une sexualité. Ce n'est pas parce que l'être humain a canalisé dans un seul mot la sexualité, la communication d'énergie que du point de vue astral, vital et biologique, le sperme, l'énergie vitale de la femme chez l'homme qui radigote le bonhomme, et l'énergie astrale du bonhomme chez la femme qui sécurise la femme. Et là, l'être humain a dit, ça c'est la sexualité. Quand le soleil vous éclaire, il a une sexualité solo-planétaire. Et c'est comme ça que tout l'univers fonctionne, par transmission d'énergie, communication. Lorsque 2 êtres humains parlent, ils peuvent vivre une relation sexuelle du plus haut niveau sans même se toucher. Lorsque 2 êtres nouveaux marchent l'un à côté de l'autre, jouent ensemble, parlent, pêchent, nagent, font quoi que ce soit sur cette planète, ils peuvent vivre et ils vivent un niveau de relation sexuelle que les humains, que les animaux humains n'ont jamais touché. Mais pour cela, l'être humain doit accepter de faire une transition majeure. On ne peut pas passer des lignes Pee-wee aux lignes nationales si on veut conserver le même aréna, le même entraîneur, le même uniforme. Il ne vous fera plus à un moment donné. C'est des joueurs en bobette. L'être humain qui ne veut conditionner sa vie sexuelle qu'à partir du corps physique et de la jouissance psychophysique ne peut pas développer la sexualité de l'évolution.
La sexualité de l'évolution n'empêche pas la sexualité biologique, mais elle doit prédominer. En dernier lieu peut aboutir la sexualité physique, qui est finalement, à ce niveau-là, une sexualité astrale, la jouissance. Mais on ne doit pas penser que dans le mot sexualité, il n'y a réuni que cela, que l'échange corporel, psychocorporel entre deux êtres humains. L'être humain, pour vivre une sexualité de l'évolution, doit obligatoirement comprendre la mécanique que la sexualité est la transmission de l'état actuel des choses dans l'avenir. Premier mécanisme biologique, procréation, engendrer des enfants qui vont grandir et qui engendreront des enfants qui vont grandir et qui engendreront des humanités et qui, finalement, vont nous mettre au monde nous-mêmes. Transmission du présent dans l'avenir. Par rapport à nous, le passé, la sexualité a permis de transférer le passé par des transmissions génétiques cellularisables à aujourd'hui. Mais chaque fois que nous communiquons une chose